Qu'est-ce que le risque routier? C'est la probabilité de survenue d'un événement dommageable pour un usager de la route, qu'il soit piéton, conducteur ou passager d'un véhicule particulier ou de transport en commun. Il peut s'agir du risque d'accident, du risque de blessure ou de décès. Il convient donc de mettre en œuvre toutes les actions et les comportements permettant de limiter ce risque, l'homme étant au cœur de ce système. La conduite d'un véhicule est une tâche complexe que rien ni personne ne doit venir polluer. Alcool et stupéfiants, fatigue, téléphone, GPS, médicaments, etc. Cette tâche consiste en un relevé d'informations diverses et variées liées à l'environnement, aux autres usagers et à la signalisation par exemple. Suite au traitement des informations recueillies, le conducteur doit élaborer toute une stratégie de réponse pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Plus il a rencontré de situations diverses et variées, plus il est capable de proposer des réponses rapides et adaptées. C'est ce que l'on nomme l'expérience. Cette expérience, le conducteur doit l'acquérir avec le temps, elle n'est pas innée. La conduite accompagnée permet de contribuer à cette amélioration. Au volant, 90% des décisions prises par le conducteur passent par les yeux. Il est donc très important de s'assurer d'avoir une vision optimale. La baisse de l'acuité visuelle apparaît progressivement. Elle n'est pas toujours évidente. Pour conduire les véhicules des catégories A et B, moto et auto, les conducteurs doivent disposer d'une acuité visuelle supérieure ou égale à 5/10 pour l'ensemble des deux yeux, avec correction si nécessaire. Si un des deux yeux a une acuité nulle ou inférieure à 1/10, l'autre œil doit avoir une acuité supérieure ou égale à 5/10. Certaines autres altérations de la vision peuvent faire l'objet de restrictions de circulation. Dans ce cas, une mention restrictive figurera sur le permis de conduire, telle que « conduite de jour uniquement ». Le champ de vision du conducteur est d'environ 180 degrés vers l'avant et à l'arrêt. Dès que le véhicule se déplace, le champ de vision diminue progressivement. À 130 km/h, ce champ de vision n'est plus que de 30 degrés. En effet, l'œil humain ne permet pas de voir au loin et sur les côtés en même temps. Le conducteur doit donc procéder à un système d'allées et venues, d'un point éloigné à un point rapproché, de gauche à droite, vers l'avant et vers l'arrière, et cela sans arrêt, tant que le véhicule circule. Pour disposer d'un champ de vision correct vers l'arrière, le conducteur doit optimiser l'observation dans ses rétroviseurs. De plus, ce champ de vision est altéré par des angles morts. Ce sont des zones de non-visibilité du poste de conduite, autant vers l'avant que vers l'arrière. Vers l'avant, les angles morts sont générés par les montants du pare-brise, le rétroviseur intérieur, les pare-soleil et en vision latérale, le passager avant. Vers l'arrière, les montants latéraux et arrière du véhicule, les appuis-têtes, les passagers arrière ou l'absence de vitre latérale sur un véhicule utilitaire procurent également des zones de non-visibilité. Qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la perception et l'action. Lors d'une phase de conduite, l'œil détecte l'obstacle, il transmet l'information au cerveau, qui analyse avant de donner l'ordre au pied droit d'aller vers la pédale de frein, par exemple. Ce temps de latence est un temps perdu qui est de l'ordre d'une seconde environ. Pendant ce laps de temps, le conducteur n'agit pas sur les commandes, le véhicule se déplace. Le temps de réaction moyen d'une seconde peut varier en fonction de l'état de santé du conducteur, de l'âge, de la consommation de médicaments, d'alcool ou de stupéfiants par exemple. Ce temps de réaction peut être modifié également en fonction de la complexité du signal. Plus le conducteur a d'informations à traiter, plus le temps de réponse est long. Toute action ajoutée à la conduite augmente nécessairement le temps de réaction. Il est donc interdit de conduire avec le téléphone tenu en main, sachant que l'utilisation de kits main libre n'est pas sans risque. Il est important de retenir que pendant le temps de réaction, le véhicule se déplace. Pour évaluer la distance parcourue pendant ce laps de temps, il faut multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par 3. Ainsi, à 90 km/h,
Le véhicule parcourt environ 27 mètres. L'ensemble des capacités nécessaires à la bonne conduite s'altère avec l'âge. La vision devient de moins en moins précise et nécessite un contrôle régulier auprès d'un ophtalmologiste. La capacité à réagir vite diminue également. Les gestes sont moins précis. Bien entendu, l'état de santé du conducteur est déterminant. Un simple état pathologique peut avoir une incidence sur le temps de réaction, mais aussi sur l'attention portée aux autres usagers. Il existe des affections susceptibles de compromettre la sécurité du conducteur, de ses passagers et des autres usagers. Dans certains cas, l'avis d'une commission médicale est nécessaire. Ces pathologies peuvent être d'ordre cardiovasculaire, neurologique, diabétique, etc. Il peut s'agir aussi d'épilepsie, de troubles de l'équilibre ou encore de daltonisme. Les pratiques addictives, alcool, drogue, sont des affections qui imposent également l'avis d'une commission médicale spéciale en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une autorisation de conduire. Les conducteurs atteints d'une incapacité physique liée aux membres supérieurs ou inférieurs peuvent obtenir une autorisation assortie d'un aménagement du véhicule. Dans ce cas, une mention restrictive sera portée sur le permis de conduire, telle que embrayage automatique ou rétroviseurs bilatéraux additionnels et adaptés. Bien entendu, les altérations visuelles, probablement les plus courantes, font l'objet de mentions restrictives sur le permis de conduire. Toutes les mentions restrictives sont portées sur le permis de conduire. Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions restrictives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe et d'une perte de 3 points du permis de conduire. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite. En cas d'accident, l'assureur peut suspendre partiellement ou totalement les indemnités versées à l'assuré. Certaines infractions commises par le conducteur peuvent faire l'objet d'une augmentation de la prime d'assurance, voire d'une résiliation du contrat. Qu'est-ce que l'alcoolémie? L'alcoolémie, c'est le taux d'alcool présent dans le sang. Les 18-24 ans sont particulièrement touchés par ces accidents. Quels sont les effets de l'alcool? L'alcool, même absorbé en faible quantité, provoque des altérations physiologiques et comportementales. La maîtrise et l'adaptation de la vitesse sont déterminants pour assurer la cohabitation et la sécurité entre toutes les catégories d'usagers. Qu'est-ce que l'énergie cinétique? La violence d'un choc dépend principalement de la masse et de la vitesse accumulée, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Pour illustrer cette énergie, prenons une bille que l'on fait sauter dans la main, elle est inoffensive. Prenons cette même bille et tirons-la avec un lance-pierre. Elle fera très mal. Au départ, c'est la même bille. L'énorme différence, c'est qu'avec le lance-pierre, elle a pris de la vitesse, elle s'est alors chargée d'énergie cinétique. C'est la même chose pour tout objet, véhicule ou occupant d'un véhicule, dès qu'il y a déplacement, puis arrêt subi. La violence de choc n'est pas proportionnelle à la vitesse, mais au carré de la vitesse. C'est-à-dire que lorsque la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4. Lorsque la vitesse est multipliée par 3, l'énergie cinétique est multipliée par 9. Lorsqu'on parle de choc en cas d'accident, il y a en réalité 3 chocs. Le premier choc est celui du véhicule sur l'obstacle. Il y a alors déformation du véhicule, absorption d'une partie de l'énergie, déclenchement des dispositifs de protection des occupants du véhicule. Le deuxième choc est celui de l'abdomen sur la ceinture. Lorsque la déformation du véhicule est terminée, survient le choc du corps sur la ceinture de sécurité. Bien positionnée, elle exerce une pression importante sur la partie rigide du squelette, le bassin et la cage thoracique. Au-delà d'une certaine vitesse, des lésions importantes peuvent apparaître. Le troisième choc est celui des organes internes contre les parois du corps. Une fois le corps stoppé par la ceinture, les organes internes subissent eux aussi la décélération. Le cerveau vient ainsi frapper la boîte crânienne. Les organes tels que le foie entrent en contact avec l'abdomen. Lorsque le choc est vraiment très violent, ce sont ces organes qui sont définitivement endommagés. On comprend ainsi aisément
qu'en réduisant sensiblement la vitesse, on réduit énormément cette énergie cinétique, évitant ainsi bon nombre d'accidents et limitant de façon significative la gravité des accidents. La conduite d'un véhicule est une activité à part entière. L'inattention est vite arrivée. Je dois me méfier en particulier des trajets connus sur lesquels ma vigilance est diminuée. De plus, tout ce qui peut détourner l'attention du conducteur peut générer un problème important. Il faut donc supprimer tout risque de distraction. Le téléphone portable, même utilisé avec un kit main libre, monopolise l'attention et captive le conducteur. L'interlocuteur ne peut pas savoir dans quelle situation de conduite on se trouve et quelle quantité d'informations on doit traiter à ce moment-là. Le plus sage est d'éteindre le portable pour ne pas être tenté de répondre et de laisser faire la messagerie. Le volume d'écoute de la musique peut être un obstacle à une bonne concentration. Les baladeurs MP3 avec écouteurs sont fortement déconseillés car ils ont tendance à isoler le conducteur. Lors de l'utilisation d'un GPS, il convient d'utiliser la fonction vocale et de réserver la fonction visuelle pour les arrêts. Il faut régler le GPS uniquement à l'arrêt. Beaucoup trop de conducteurs pensent pouvoir conjuguer plusieurs activités à la conduite sans difficulté. Or, il n'est pas possible de conduire correctement en faisant d'autres activités en même temps. La voiture ne doit pas devenir un second bureau. Des conversations trop soutenues avec les passagers peuvent également générer une distraction. Il suffit au conducteur d'occulter un indice pour se mettre ou mettre en danger les autres usagers. Quelles sont les causes de la fatigue et de l'hypovigilance? La première cause est une dette de sommeil. À ce manque de sommeil peuvent s'ajouter des causes multiples et variées, telles que les soucis, un état pathologique, un véhicule surchauffé, une mauvaise installation au poste de conduite, un repas trop lourd, un trajet trop long et monotone, un véhicule trop bruyant, une journée de travail fatigante, de la conduite nocturne, etc. Comment détecter cette fatigue? Il est très important pour un conducteur de savoir repérer très tôt les signes annonciateurs de la fatigue. Le signe le plus connu de tous est bien entendu le bâillement. Mais la fatigue se fait sentir de façon bien plus sournoise, par des picotements des yeux, des paupières lourdes, des douleurs lombaires, un besoin de changer fréquemment de position. Quels sont les effets de la fatigue? Un conducteur fatigué est moins efficace. Le temps de réaction augmente, les gestes sont plus lents et moins précis. Des problèmes d'analyse et de traitement des informations se font sentir, de l'agacement, de la nervosité, voire de l'agressivité. Quelles sont les solutions? La première condition importante pour retarder l'apparition de la fatigue est une bonne hygiène de vie, des nuits de sommeil complètes, des repas légers avant de prendre le volant. Il faut également savoir que dans un cycle de 24 heures, l'organisme connaît 2 périodes de baisse de vigilance, pendant lesquelles il est très difficile de lutter contre le sommeil. Ces 2 périodes critiques se situent entre 2 heures et 5 heures, et entre 14 heures et 16 heures. Il faut faire des pauses régulières, environ toutes les 2 heures, marcher, faire un peu d'exercice, boire de l'eau. Dès que je détecte un des signes avant-coureurs de la fatigue, je m'arrête ou je passe le volant à un conducteur reposé si je ne voyage pas seul. La France est l'un des pays où la consommation de médicaments est la plus importante. Certains médicaments que l'on peut obtenir sans ordonnance peuvent avoir une incidence significative sur la conduite. L'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a mis au point un système d'identification des médicaments. Il existe 3 niveaux, reconnaissables par leurs 3 couleurs. Pour les médicaments de niveau 1, le risque est faible et dépend de la susceptibilité individuelle. La prise d'un médicament de niveau 1 nécessite que les patients soient informés de certains effets possibles avant de prendre le volant. Pour les médicaments de niveau 2, il convient d'examiner avec son médecin ou son pharmacien si la prise du médicament est compatible avec la conduite. Les effets négatifs de ces médicaments sont présents chez la majorité des personnes qui les prennent à des degrés variables. Environ 5% des médicaments sont classés de niveau 3. Avec ces médicaments, la conduite est systématiquement dangereuse. Cette incapacité est généralement temporaire. Il faut demander à son médecin le délai à respecter avant de pouvoir conduire à nouveau. La consommation de stupéfiants est à l'origine d'environ 115 tués par an.
Toutes les drogues, douces ou dures, sont des substances illicites car totalement incompatibles avec l'activité de conduite. Quels sont les effets des drogues? Des effets indésirables, tels que rétrécissement du champ de vision, mauvaise appréciation des distances et des vitesses, problèmes de coordination des gestes, euphorie, sentiment de puissance, anxiété, agressivité, se font sentir et conduisent à des comportements dangereux. Le dépistage est obligatoire pour tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel ou mortel. Un dépistage peut être effectué à l'occasion de tout contrôle par les forces de l'ordre. La conduite sous influence de drogue est un délit. La détection des indices utiles à la conduite est primordiale pour la prise de chaque décision. Ces indices sont principalement visuels, sonores, sensoriels et à un très faible niveau olfactif. Il existe également deux types d'indices, les indices formels et informels. Les indices formels sont constitués de la signalisation. Un panneau de danger, un feu tricolore, un marquage, etc. Les indices informels sont plus difficilement identifiables. Il faut en effet les imaginer avant qu'ils ne soient visibles. Prenons pour cela un exemple concret. Lorsque l'on dépasse un bus à l'arrêt, il faut penser, avant qu'il ne soit visible, au piéton qui va peut-être se présenter pour traverser à l'avant du transport en commun. Comme nous l'avons déjà abordé précédemment dans ce cours, 90% des décisions prises par le conducteur passent par ses yeux. Il convient dans un premier temps d'avoir une bonne vision, donc de consulter régulièrement un ophtalmologiste. Il faut ensuite une bonne éducation du regard. L'œil humain ne permet pas de voir loin et large simultanément. Le regard du conducteur va devoir aller d'un point à l'autre, devant, derrière, sur les côtés, au loin, plus proche, et ce, tout au long de la phase de conduite. Le conducteur doit détecter les indices relatifs à l'environnement, la signalisation, les autres usagers, l'infrastructure routière. Cette détection est variable d'un individu à l'autre en fonction de ses expériences de conduite. Un conducteur qui s'est déjà fait surprendre par un enfant qui surgit devant un véhicule y sera plus attentif que celui qui n'a jamais vécu la situation. L'œil sera plus facilement attiré par un usager en mouvement que par un obstacle fixe. La couleur aura également son importance, le rouge attirant plus l'attention que le blanc. Il est important d'être à l'écoute des autres usagers. On pense bien évidemment au klaxon, qui permet parfois d'éviter une erreur. Mais il sera important également d'entendre un deux roues arriver de l'arrière, un véhicule prioritaire en intervention, la sonnerie d'un passage à niveau, un crissement de pneus, etc. Il est donc important de pouvoir recueillir ces indices sonores. Pour cela, il faut éviter l'utilisation d'un baladeur avec écouteurs ou la musique avec un niveau sonore trop élevé qui risque d'isoler le conducteur des autres usagers. Il est très important d'être bien calé au fond du siège, le dos bien en appui sur le dossier. Une bonne position de conduite va contribuer à une bonne réceptivité de la part du conducteur. Un volant qui vibre peut être un indice de mauvais équilibrage des roues, par exemple. Les indices olfactifs sont presque inutiles pour conduire. Toutefois, une odeur de brûlé peut attirer l'attention du conducteur sur l'état de chauffe de certains organes, tels que les freins ou l'embrayage par exemple. Dès que j'ai relevé les indices de conduite, je dois traiter ces informations, les hiérarchiser et prendre ensuite les décisions qui s'imposent. Tout conducteur peut commettre des erreurs de jugement. Plus le relevé est complexe, plus l'analyse sera difficile, longue, inadaptée, voire inexistante. Pour prévenir les risques, le conducteur doit imaginer plusieurs suites possibles à une situation. La prévention du risque consiste à prévoir la dégradation d'une situation de conduite, mettre en œuvre les solutions pour résoudre un problème, par exemple, déplacer le pied en face de la pédale de frein avant que le danger ne survienne. Le conducteur trop optimiste quant à l'évolution des situations risque de se mettre en difficulté lors de la gestion de cette situation. Bien souvent, les conducteurs perçoivent les règles comme des contraintes inutiles. Or, il faut bien comprendre que l'ensemble des règles correspond à des impératifs de sécurité.
Sur la route, différentes catégories d'usagers vont devoir cohabiter. Afin de préserver la sécurité et l'intégrité de chacun, il convient d'édicter des règles de circulation, de priorité, mais aussi de bon sens et de courtoisie. Pour faire respecter ces règles, il faut un contrôle de chacun d'entre nous. L'homme au volant est un grand enfant, il faut constamment le recadrer, lui rappeler l'intérêt de ces règles, voire le sanctionner. Notre sécurité et celle des autres dépendent essentiellement de notre comportement. Dès que le conducteur a pris conscience de l'intérêt de la réglementation, il adopte une conduite préventive pour lui, ses passagers et les autres usagers. Le conducteur, tout au long de son activité de conduite, va devoir résister à certaines pressions de plusieurs ordres. La pression des intimes à l'intérieur du véhicule. Les amis ne sont pas toujours de bons conseils. Ils risquent de dévaluer le danger, soit parce qu'ils n'ont pas d'expérience, soit pour se mettre en valeur devant les autres. Les amis peuvent également minimiser le risque lorsqu'ils sont alcoolisés. La pression des autres usagers. Il faudra également résister à la pression du conducteur qui va suivre de près pour inciter à accélérer, ou bien celui qui klaxonnera pour demander d'aller plus vite, de serrer à droite ou de dépasser. Il faut bien comprendre que le conducteur doit rester seul décisionnaire à bord du véhicule. Toutes les décisions lui incombent, comme un capitaine de navire, il est seul maître à bord et ne doit jamais se laisser influencer. Il convient de retenir que dans l'espace routier, nous ne sommes jamais seuls. De plus, chacun d'entre nous est tour à tour conducteur d'une voiture ou d'une moto, piéton, cycliste ou usager de transport en commun. Respectons-nous les uns les autres, ne prenons pas et ne faisons pas prendre de risques aux autres usagers, notamment les plus vulnérables. La route est un espace public que chaque usager se doit de respecter.